Retour sur le plateau, on a la chance d'avoir Kossigan à côté. Il est le président fondateur de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, mon cher frère. En 30 Bonsoir secondes, tout le plateau. Voilà, en 30 secondes, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est Alliance Jeunesse Développement? Alliance Jeunesse Développement, c'est une association qui s'occupe de la formation des jeunes, de l'éducation des jeunes, et puis de tout ce qui rentre dans la promotion de l'emploi des jeunes. Et surtout, l'éducation des jeunes face aux différents fléaux qui sévissent actuellement dans notre pays. Nous sommes nés depuis le 6 novembre 1998, jusqu'alors reconnus par l'État togolais. Et donc nous avons nos antennes dans toutes les préfectures du Togo et nous travaillons en synergie avec le pouvoir central et tous les partenaires qui évoluent dans le même sens. Voilà. Quand on parle de la promotion des jeunes, on peut s'intéresser également à la politique, surtout ivoirienne, puisque le ministre Mamadou Touré fait la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. On va s'intéresser donc à la Côte d'Ivoire avec les principaux leaders de l'opposition qui sont aux arrêts, aux Russes. On l'a vu, les derniers événements. Il y a ce gouvernement parallèle qui a voulu être formé. Et voilà, le parti au pouvoir, Adama Pitogo, qui a appelé le gouvernement à agir. Le gouvernement a agi. Ses principaux leaders sont aux arrêts. Oui, en fait, après, si vous voulez, par rapport à la Côte d'Ivoire, moi, je trouve que c'est une... En fait, pour moi, il s'agissait d'une partie d'échec. C'est une partie d'échec, dans le sens où... comment dirais-je, dans tout le processus, dans tout le procédé, on sent quand même que on use beaucoup de stratégies. Alors, si on se souvient, on a eu le monsieur Bédié et monsieur Afi qui à un moment ont décidé de ne pas participer aux élections. Ils ont à un moment appelé à la désobéissance civile. Pris un certain nombre de décisions qui ont eu plus ou moins de succès, disons. Il y a toujours un débat quant à la réussite ou non de ce qui s'est passé. Malheureusement, les élections se sont réalisées avec le succès de monsieur Ouattara. Alors, quand on a la personnalité d'un monsieur Bédié, quand on sait ce qu'il incarne, un ancien chef d'État, je rappelle qu'il a à peine 23 ans, il était déjà ambassadeur de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui organise le voyage de Houphouët-Boigny aux États-Unis à l'époque de Kennedy. Donc je vous laisse imaginer l'envergure de la personnalité, les richesses de ce monsieur, le carnet d'adresses de ce monsieur. Et après, c'est quand même quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été président de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite et tout. Donc, je pense que quand il s'est agi à un moment d'élaborer ce concept de gouvernement de transition, pour moi, c'est une stratégie un peu pour obliger justement le gouvernement ivoirien à intervenir, disons en tout cas à prendre une décision, à se positionner. Parce que dans le cas de figure, le gouvernement ivoirien n'avait que deux choix. En tout cas, quand je dis gouvernement ivoirien, M. Ouattara n'avait que deux choix. Laquelle? Soit il ne regarde pas cela et il laisse faire, ce qui remet en cause son élection et son leadership, et il se retrouve dans une situation conflictuelle. Soit il prend le courage de mettre aux arrêts les opposants. Et en particulier M. Bédié. Parce que c'est le film d'Ariane. Voilà, pour couper court à cela très tôt, quitte à ce que cela dégénère. Donc la grosse question, le gros défi qui a été lancé, c'est: est-on capable de mettre M. Bédié aux arrêts? Et justement... Même s'il va à l'encontre des lois. C'est encore une question. Même s'il va... Oui, même s'il va à l'encontre des lois, parce qu'il s'agit encore une fois de ce que M. Bédié incarne. Il s'agit encore une fois de ce que M. Bédié incarne. C'est un affrontement cru et rude entre M. Bédié et M. Ouattara. M. Bédié qui s'estime floué,
et M. Ouattara qui estime qu'il est dans son bon droit. Donc, à un moment, ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs, on l'a vu, ils ont mis tout le monde aux arrêts, mais ils n'ont pas mis M. Bédier aux arrêts, parce que Il est justement... en résidence surveillée. En résidence surveillée, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Alors, C'est compte tenu de son âge. non, même pas. Non, même pas. C'est compte tenu de ce qu'il incarne. Voilà. De ce qu'il incarne. Arrêter M. Afin-Guessan, ce n'est pas arrêter M. Bédier. Parce que arrêter M. Bédier, c'est un cran au-dessus. C'est là. Et c'est justement pour ça, si vous remarquez, vous allez remarquer que si M. Afin-Guessan prend effectivement la parole dans la plupart des prises de position, après, la première des choses qui est faite quand on élabore ce CNT, c'est de remettre la présidence à M. Bédier. Parce que de tous ceux qui se prétendent opposants, celui qui est le plus compliqué à embastiller, c'est M. Bédier. Donc, le problème ivoirien, il est délicat parce que, comment dirais-je, la population va avoir la grosse responsabilité de savoir dénouer le fond de la forme. Dans la forme, effectivement, M. Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat compilé et de prétexter d'une nouvelle constitution et tout ça, parce que l'esprit de la constitution est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas accumulation de mandats et que cela se limite à 2. Ce que M. Ouattara a accepté au début. Ça, c'est la forme. Donc, dans la forme, effectivement, on a le droit de dire M. Ouattara n'est pas là. Mais dans le fond, ce qui est un peu risible dans l'affaire, c'est que M. Ouattara et M. Bédier sont dans les mêmes perspectives et dans les mêmes objectifs. Donc, par conséquent, dans le fond, en termes de, comment dirais-je, de pertinence d'action économique, d'investissement, de rapport avec les bailleurs de fonds et tout ça, effectivement, M. Ouattara a beaucoup plus de leadership et beaucoup plus prégnant sur ce qui est advenu économiquement en Côte d'Ivoire sur ces 5 dernières années. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent que lorsqu'ils s'opposent pour M. Ouattara et M. Bédier, ils se jettent en plein dans une querelle de famille, parce que ils le disent d'ailleurs toutes les deux, ce sont des oufouettistes. Ils se réclament de oufoué. Alors, Kosigan, vous suivez également l'actualité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces opposants sont mis aux arrêts. Ça ne complique pas la situation, c'est-à-dire sur le plan négociation? Non, je crois que c'est forcer un peu l'opposition à dialoguer, puisque entre-temps, ils ont refusé de dialoguer directement avec le gouvernement de Ouattara. Ils demandent à ce qu'il y ait une assistance internationale. Mais je crois que nous devons aussi interroger un peu l'histoire. M. Henri Konan Bédier, c'était le père de l'ivoirité. Voilà. Cette incongruité inventée pour empêcher Ouattara d'aller aux élections dans les années précédentes, ce qui a même forcé l'intervention de cette rébellion qui a conduit à tout ce que nous avons connu. Et pour vous, Ouattara a peur de cela? Non, vous savez, je crois que au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, le camp Bédier et les autres doivent travailler à donner confiance au président Ouattara. Si nous tirons le son un peu de tout ce qui s'était passé avant, puisque Bédier a inventé l'ivoirité, l'ivoirité a été soutenue par Gbagbo, Gbagbo a été forcé de laisser l'ivoirité à cause des armes et le soutien de l'opinion internationale qu'il a mis là où il est aujourd'hui, malheureusement. Mais donc, Ouattara aujourd'hui peut bien vouloir quitter, mais il faudrait que cette opposition-là lui prête un peu de flanc pour discuter avec lui, le rendre en confiance, lui donner toutes les garanties possibles pour qu'il ne soit pas traîné demain devant la justice et autres. Il y a aussi ça qui est vraiment important. Maintenant, de l'autre côté aussi, je crois que l'opposition ivoirienne s'est mal prise. Je crois que j'ai tendance à croire que toutes les oppositions en Afrique laissent partir la chance de rentrer dans l'organisation des élections. Si nous prenons ce qui se passe actuellement aux États-Unis, Joe Biden n'a pas croisé les bras. Il a pris... ils ont mis, oui, jusqu'au bout. Mais par contre, ici, nos opposants crient trop tôt le boycott. Ils ne vont pas au charbon. Et puis, il y a... vous voyez, par exemple, le Sénat aux États-Unis sont les républicains. Mais la Chambre basse, je crois que ce sont les démocrates. Ici, nos opposants laissent le boulevard
au parti au pouvoir à tous les niveaux et veulent changer du coup les choses au niveau plus supérieur et plus compliqué. Aujourd'hui, la seule marge de manœuvre qu'a l'opposition ivoirienne, c'est de dialoguer avec Ouattara, le mettre en confiance et préparer les 5 ans à venir, selon moi. Monsieur Francisco, Monsieur Kosiga a peut-être raison. Quand on revoit l'histoire, il a si bien dit, c'est le président Bédié qui a inventé l'ivoirité, on a écarté Alassane Dramane Ouattara, et puis Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, est-ce que le président Ouattara n'a pas quand même peur de partir? D'abord, je commence par la chute. Le système électoral africain, on ne peut pas le comparer à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas Joe Biden qui organise les élections. C'est l'État. C'est pas Trump qui organise les élections. Ce n'est pas Trump, c'est l'État qui organise les élections. Et il n'y a pas que quelqu'un mette... Ici aussi, on attendez. Il n'y a pas que quelqu'un mette ses représentants dans des bureaux de vote. C'est des fonctionnaires qui sont payés, qui sont même mal payés par rapport à ce que nous vivons ici. C'est des volontaires en quelque chose. Et ils font le travail, pas pour quelqu'un, pas pour un président fondateur, ni pour un opposant, mais ils le font pour la démocratie. D'accord. Mais lorsque nous parlons du problème de l'ivoirité, mais la base de l'ivoirité, je précise, a été orchestrée par Alassane Ouattara en tant que Premier ministre. En quel sens? Les Ivoiriens vivaient avec les étrangers en toute symbiose. Lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a sorti ce qu'on appelait les cartes de résidence, pour mettre la différence entre qui est étranger et qui est ivoirien. Et c'est ce qui a été amplifié par Bédié. Et plus tard, et comme il a dit, Gueye et Gbagbo en ont fait leur chou gras. Mais lorsque toujours le système électoral, j'allais dire à la fin, je ne savais pas que la parole sur les États-Unis allait partir, c'est-à-dire que nous n'allons pas comparer, n'est-ce pas, ce qu'on parle de fraude. Il faut que les gens le sachent bien. J'ai bien précisé qu'aux États-Unis, on ne parle pas de fraude comme bourrage d'urnes, comme trafic de cartes d'électeurs, ou comme... Non. Là, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À ce niveau. Voilà, la fraude dont Trump parle, c'est imaginaire. Même les juges, aujourd'hui, qui vont juger, c'est prévu, les juges qui vont trancher cette histoire ne vont pas aller chercher, voir s'il y a des bulletins déjà votés, multi-votés. Non, ce n'est pas le... C'est pour voir, recalculer, peut-être revérifier les écarts entre, c'est-à-dire les plus serrés. Donc, il ne va pas aller chercher les preuves d'une fraude électorale, comme nous dit ici. Pourquoi vous n'avez pas apporté la preuve de la fraude électorale? C'est tout notre système. Et quand je vois Trump, il ressemble à qui? Il ressemble à Yahya Jammeh. C'est-à-dire que c'est le seul, c'est le seul pays ou la seule élection à laquelle en Afrique on peut comparer les élections aux États-Unis avec l'autre, parce que Jammeh était au pouvoir, organisait les élections, mais était le premier à crier à la fraude. Est-ce que vous voyez? Donc, après avoir perdu en plus. Voilà, il a perdu. Donc, tout comme peut-être Trump risque de, puisque, comment l'appelle-t-on, Biden était déjà à 264, donc il lui manque seulement 6 pour atteindre les grands électeurs, alors que déjà à la base, il a des choses. Donc, quand nous prenons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on l'avait dit plusieurs fois. D'abord, vous n'allez pas être là. Vous, les voleurs, vous criez aux voleurs. D'accord? Vous faites d'abord un coup d'État constitutionnel. Il a dit tout à l'heure, Ouattara ne devait pas aller à cette élection. C'est un coup d'État constitutionnel. Vous allez à une élection, vous fraudez les élections. Mais lorsque les gens tentent de répondre et vous les appelez voleurs, parce qu'à un moment donné, la CEDEAO, la communauté internationale, ils ont permis à ce que vous franchissiez ce qu'on appelle le 31 octobre, c'est-à-dire que vous alliez voter et qu'on donne des chiffres, peut-être imaginaires, pour dire, voilà, nous avons eu 54% de taux de participation et le président fondateur est élu à 80. Maintenant, il est élu.
il fait face maintenant à la dure épreuve des mandats de trop. Des mandats de trop, en ce sens que quand aujourd'hui Bédié, et je parle de Bédié, oui, il a dit, Bédié qui aujourd'hui appelle avec tout le camp qu'ils vont former un gouvernement parallèle, ah oui, c'est un problème à résoudre. Il y a Soro Guillaume de l'autre côté qui, indirectement, appelle à la rébellion. Maintenant, quand vous voyez le clivage, parce que nous avons des gens sur le terrain, nous avons des gens qui nous donnent des informations. Quand vous voyez aujourd'hui là où le peuple ivoirien est arrivé, d'accord, en termes de rancœur, en termes de clivage, je ne sais pas ce que Ouattara fera de plus encore à la tête de cette Côte d'Ivoire. Sinon, s'il n'engage pas vite un dialogue comme Gbagbo l'a déjà appelé, pour demander qu'il instaure un dialogue. Ce n'est pas un dialogue de sourds. Il faut un véritable dialogue et qui prépare sa sortie. Ce n'est pas un dialogue qui va le faire maintenir au pouvoir. Donc, voilà, Gbagbo a appelé le ministre Ahmed Bakayoko. Gbagbo a parlé de Bédié, alors que sa femme est dans les difficultés. Comme Maurice l'a dit, Bédié, l'homme, le cerveau de ce qui est en train de se passer. Donc, il est en résidence surveillée. Gbagbo, sa femme, Afinguessan et autres ont des problèmes, mais quand Gbagbo a appelé, il sait que lorsque Bédié sera relaxé, c'est que Simone Gbagbo également pourra en bénéficier. Donc aujourd'hui, là où les gens ont plongé la Côte d'Ivoire, c'est vraiment c'est l'enlisement total. Et après, on verra. Alassane Ouattara doit faire son bilan. Qu'est-ce que j'ai fait en 10 ans et comment je l'ai détruit? Et c'est lui qui va détruire ce qu'il a fait. La Côte d'Ivoire, là où elle est arrivée, avec tous les problèmes, les clivages entre les populations, les régions, ce n'est pas gai, ce n'est pas normal pour cette Côte d'Ivoire qui se présente comme le moteur de l'Afrique de l'Ouest. Aux Russes, c'est compliqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Napo parle de l'élection, bien du mandat de plus du président Ouattara. Il faut dire que Ouattara a piégé Bédié. Bédié a contribué à voter quand même cette constitution nouvelle. Finalement, c'est de l'imbroglio général et on ne comprend plus. Bon, en fait, ce genre d'embroglio vient du déni, à mon sens. Déjà, quand vous parlez de Bédié a contribué au vote de cette constitution, oui. Bédié a contribué au vote de cette constitution parce qu'il était expliqué aux Ivoiriens qu'il n'y aurait pas justement cumul de mandats. Voilà. C'est la raison pour laquelle on va chercher Gon Coulibaly. D'autre part, Bédié encourage cela parce que il lui est promis apparemment qu'il succédera à Ouattara en tant que candidat de l'élection. Donc il se sent dupé. Voilà, ouais. Mais je pense que la plus grosse erreur de M. Ouattara a été de penser qu'on peut acheter la réconciliation. On n'achète pas la réconciliation. On ne peut pas bénéficier du déni. La réconciliation ivoirienne a été profondément bâclée. Et on a longtemps pensé que le fait... Ouattara? Oui, parce que c'est lui qui a organisé. Non, Gbagbo n'a pas tenté la réconciliation. Au temps de Gbagbo, il y a eu des problèmes, mais ces problèmes ont été organisés par les deux autres protagonistes. C'est cela. Et celui qui hérite d'un pays entre griffes officiellement stable, c'est M. Ouattara. Oui. Donc, il lui a demandé à un moment de faire la réconciliation. Et la réconciliation, il la bâcle. Il a la chance parce qu'il a un carnet d'adresses, parce qu'il a été coopté d'avoir des bailleurs de fonds qui vont le fournir en ressources. Et il fait tous les investissements que l'on connaît, les ponts, les infrastructures, ainsi de suite. Généralement, en Afrique, lorsque l'on fait ça, tout le monde, disons, la majeure partie de ceux qui en profitent applaudissent. Mais attention, en Afrique, ceux qui en profitent souvent sont ceux de la capitale. Ce ne sont pas ceux de l'intérieur du pays. Alors, lorsque il fait cela, après, c'est vrai
que dans le processus qui est le sien, il dit je ne me représente pas si les deux autres ne se représentent pas. Oui, d'accord. Sauf qu'il a senti qu'avec les autres aussi, il y a un souci. Non, il peut tout à fait, effectivement, sentir qu'il y a un souci. Beaucoup de gens disent qu'ils sont fatigués de cette classe-là. Il n'y a pas de problème. Seulement, on ne peut pas mettre le voile sur cette génération sans avoir réglé les problèmes qu'elle a créés. Parce que les problèmes qu'elle a créés, toute cette jeunesse ivoirienne qui est en train de s'affronter, qui est en train d'avoir des frictions, le phénomène des microbes et tout cela découle de ce qui s'est passé dans la fin des années 90. Donc, vouloir mettre un voile comme cela et dire que, ok, d'accord, bon, les trois vieux, on ne se représente plus, on va laisser à la jeunesse, mais ce n'est pas résoudre le problème. Surtout que, dans votre dynamique, la première des choses que vous avez faites, c'est briser tous les partis qui ne sont pas des héritiers de l'oufouettisme. Ce que Ouattara fait, quand il arrive au pouvoir, c'est briser le FPI, c'est briser tous les autres partis plus ou moins, comment dirais-je, réellement dans l'opposition, récupérer le PDCI, qui est le parti fondé par Houphouët-Boigny, en faire un suprême parti avec le sien, pour en faire le RHDP, hein, et maintenant faire en sorte que tous les jeunes politiques qui vont permettre la succession au niveau de la politique ivoirienne viennent du RHDP. Donc ce n'est pas régler le problème, c'est mettre le voile sur des choses qui existaient et prétendre reconstruire sur de nouveaux fondamentaux, alors qu'ils ne sont pas solides. Monsieur Kossiga, vous avez parlé tout à l'heure. Vous ne pensez pas que sur le point de la réconciliation, le président Alassane Dramane Ouattara a véritablement échoué? Oui, on peut le dire ainsi que Ouattara n'a pas crevé l'abcès. Parce que la réconciliation demandait à ce que les exilés politiques rentrent, en l'occurrence Laurent Gbagbo et son poulain Guillaume Soro et autres. Blé Goudé et autres. Mais je dirais que le président Ouattara aussi a donné de mauvais signaux avant les élections présidentielles en contraignant une bonne partie de ces politiciens ivoiriens à l'exil. Quand nous voyons un peu tout ce qui a été organisé contre Soro et tout, avec ce procès à pas de charge et tout, ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est préparé contre un certain nombre une certaine catégorie de personnes qui sont peut-être trop regardantes ou qui contraignent le président Ouattara. Ça part de responsabilité aussi. On le voit avec ses déclarations. Je dis que Guillaume Soro ne joue pas, selon moi, un bon rôle. Malheureusement, c'est ça. Parce que quand vous vous engagez pour un combat, il faut aller au bout. Ce n'est pas le moment de lâcher Ouattara. Il faudrait qu'il reste avec Ouattara pour le conseiller en ce moment-ci, que de se rebeller tout seul. Maintenant, vouloir faire aussi allégeance au président Gbagbo, qui subit déjà les affres de tout ce qu'on a connu il y a 10 ans, ce n'est pas aussi bon. On le voit pavaner, le président Gbagbo a refusé de le rencontrer. Mais bon, je crois qu'il a fait les pieds et mains pour le rencontrer. Tout ça, ce n'est pas bon. Il fallait qu'il reste avec Ouattara comme Ahmed Bakayoko et chercher. Il y a aussi un problème nord-sud en Côte d'Ivoire. C'est là où je rebondis. Non seulement nord-sud, mais musulman. Voilà. Donc ça fait que pendant longtemps, ou avant la cession à la souveraineté nationale du président Ouattara, les gens du Nord ou les musulmans n'étaient pas n'étaient pas dans l'appareil de l'État. Voilà. C'est maintenant que Ouattara est en train de faire cette révolution, où les gens le qualifient de peut-être de la politique des gagnants. Ouais. Bon, mais je dis aussi... C'est une revanche selon vous? Oui, bon, on peut le dire ainsi, mais la réconciliation demande à ce que cela ne soit pas. Ouais. Donc, je dis, s'il doit y avoir dialogue aujourd'hui, dialogue politique, il doit aussi y avoir en même temps réconciliation. Donc, le chantier est vaste. Bon, le président Ouattara, si il a l'humilité et s'il prend la mesure de la situation, je crois qu'il peut réussir en passant par tout son carnet d'adresses qui est riche pour
demander la disponibilité de ses adversaires d'aujourd'hui pour qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire et peut-être écouter son mandat pour laisser court tout ça là et permettre la paix en Côte d'Ivoire. Puisqu'il ne suffit pas de vouloir faire 8% de, comment l'appelons, de croissance, et après qu'on retrouve la Côte d'Ivoire en feu et en sang. Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas lieu de construire des ponts, des routes à Abidjan, et après les détruire, et que les gens ne trouvent pas à manger, que les Ivoiriens prennent la clé des champs, ce n'est pas aussi bien. Surtout avec tout ce monde secoué par Covid-19 et tout, je crois que le président Ouattara saura prendre la mesure de la situation pour amener le calme et appeler tous les Ivoiriens à la table. Ils vont discuter, ils vont régler les choses, et peut-être il va donner une leçon comme Mandela l'avait fait. Le président Ouattara a la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On va revenir juste après la pause et puis le journal. On va voir les risques de dérapage dans ce pays et puis on va se plonger également sur les analyses sur ce pays aussi cher pour l'Afrique de l'Ouest. À tout à l'heure.